Bonjour à tous, c'est Olivier de Poupy School et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Rebonjour Florence. Rebonjour. On est maintenant du coup sur l'interview. L'idée ici c'est de voir un petit peu tout ton parcours, etc. pour qu'on puisse partager à d'autres porteurs de projets qui se lancent aussi. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton parcours avant la crèche? Oui, donc je m'appelle Florence et avant la crèche, j'étais dans l'agroalimentaire. D'accord. Pendant 10 ans, un peu Ok. plus, même 15. Et j'ai fait 10 ans d'achat en agroalimentaire. D'accord. Parce que tu avais fait un master, c'est ça avant? Ouais, c'est ça. Et à la fois en agroalimentaire, puis après en achat. Puis bon, j'ai fait le tour de mon métier, D'accord. j'avais envie d'un peu de changement, donc j'ai eu des enfants aussi. Ouais, c'est ça, voilà. c'est quoi le déclic? Voilà, c'est pas très original, je pense. Ouais, mais- c'est un peu- c'est Voilà, souvent et comme ça. j'ai eu des enfants, j'ai trouvé que c'était chouette d'avoir des enfants en bas âge. Aujourd'hui, ils ont 8 ans et demi et bientôt 5 ans. Je savais que dans le secteur, Il manquait de... c'était pas si facile de trouver un mode de garde. Toi, tes propres enfants étaient en structure collective Non. ou non? Mes en propres ASMAT? enfants, ouais, ils étaient en ASMAT. Et voilà, donc je me suis dit, bah, pourquoi pas créer ma Ouais, crèche. ta crèche, ok. J'y avais pensé déjà une fois, il y a je sais plus trop combien de temps, il y a quelques années. C'était pas aller plus loin. Et puis là, voilà, le contexte professionnel du moment a fait que je me suis dit, c'est peut-être le moment de se lancer. C'était quand à peu près du coup? C'était été 2020. J'ai regardé un peu sur internet ce qu'on trouvait comme accompagnement. J'ai trouvé Poupy School. Et en août, je me suis dit, allez, Je me lance. je me lance. Je me suis lancée en août 2020, ouais. Et du coup, ouverture En mai 2022. 2022. Mm. Dans ton projet, t'es toute seule? Oui. T'es seule associée du coup sur Oui. la micro-crèche. Et est-ce que tu peux nous dire un peu les étapes du projet? Du coup, tu prends la décision de te lancer en août 2020. Comment t'as procédé du coup? Bah, au niveau du besoin, je savais qu'il y avait du besoin. Toi, t'habites proche d'ici? Ah oui, j'habite à 2 minutes, D'accord, dans le même village. d'accord. Donc tu connaissais forcément bien du coup la zone? Voilà, enfin, et donc moi j'ai regardé un peu sur toute la communauté de communes, parce que voilà, je savais que potentiellement il y avait un besoin un peu partout, donc j'ai regardé ce qu'on pouvait trouver comme opportunité au niveau du local. Donc t'es parti du besoin, enfin tu savais que plus ou moins il y avait du besoin un peu partout. Voilà, c'est Du ça. coup, recherche du local. C'est ça. Et du coup, comment ça s'est passé? Par quel biais t'es passé? Et contact PMI? Au début, j'étais sur un terrain dans une zone d'activité qui devait s'agrandir. Puis finalement, ça s'est pas fait parce que au niveau du cahier des charges, c'était trop compliqué. Il fallait, voilà, les superficies étaient trop grandes. Enfin, voilà, ça matchait pas. Mais je suis quand même partie sur cette première base à l'origine parce que j'ai su tardivement en fait l'existence du cahier des charges. Donc voilà, donc j'ai fait quand même tout mon dossier à la base pour la PMI comme ça. Enfin, donc dans la région, enfin dans le secteur en tout cas, la procédure c'est d'abord faire une réunion CAF PMI d'information que j'ai faite en septembre 2020. C'est vrai, il y en a régulièrement? Bah moi c'est bien tombé en tout cas parce que je crois qu'il y en a, ouais, il y en avait pas, je crois qu'il y en a pas souvent, mais en tout cas bah moi c'est bien tombé, donc voilà. Et puis bon pendant cette réunion, leur objectif c'est un petit peu de démotiver, Ce que j'allais dire, okay. de dire que c'est pas possible, que voilà. C'est assez commun dans toutes les réunions, j'ai l'impression. Voilà. Après. Pourquoi? C'est la question. Mais... Pour sélectionner ceux qui peuvent aller au bout peut-être aussi, voilà, c'est ceux qui veulent vraiment aller au bout. Et puis ils nous ont si bien dit que eux ils souhaitaient vraiment pas des porteurs de projets qui étaient de la petite enfance. Ils voulaient pas des porteurs de projets de la petite enfance? Ils voulaient pas de gestionnaire de enfin, en tout cas, ils voulaient pas que le gestionnaire soit sur le terrain. Ouais, que le gestionnaire soit sur le terrain, voilà. Ok. Donc, bon, moi, c'était mon cas, donc c'était pas un problème. Oui, ça posait pas de problème. Ce qui est souvent dommage, parce que nous, pour avoir l'expérience inverse, parce que moi, du coup, Floriane, qui est auxiliaire, qui était sur le terrain au démarrage, et je trouve que ça reste aussi bien, parce qu'au final, des fois, des porteurs de projet, ils s'inquiètent de dire, tiens, moi, je vais être sur le terrain, mais je suis pas la référente technique. Mais au final, je trouve que quand t'as le gestionnaire qui est sur le terrain, plus d'avoir une référente technique, tu crées un binôme de direction, au final, avec une continuité de direction, t'as deux personnes qui s'en occupent, et au final, ça permet au démarrage de vraiment bien organiser. Je sais pas pourquoi certaines PMI ont des mauvaises expériences. Ouais, je crois que c'était ça. Enfin, moi, de ce que j'ai compris, en tout cas, effectivement, ouais, c'était ça, c'est qu'ils avaient des mauvaises expériences sur ces profils-là. Je trouve que la majorité, sinon, ça reste quand même intéressant. Quoi. Bon, bref. Ouais, après, c'est vrai que je pense que dès septembre, à peu près, j'ai lancé mon questionnaire auprès des familles sur les réseaux. J'ai mis aussi des petits flyers. T'avais beaucoup du coup d'interactions,
Beaucoup de réponses? J'ai eu 70 réponses à peu près. Ouais, comme pas mal. Donc ouais, c'était bien. C'était pas assez pour la PMI, mais bon, voilà. Pour des petits villages comme ça dans le coin, c'est oui, pas non, mal. et puis du coup, j'ai augmenté la pub Facebook, mais du coup, j'ai eu le double de réponses, mais par contre, après, c'était des gens qui étaient plus sur le secteur, donc moi, j'ai dit à la PMI, ça n'a pas d'intérêt, il vaut mieux étudier 70 réponses qui sont vraiment du secteur, plutôt que 140 dont la moitié sont pas là. Pas, oui, voilà. Ils sont intéressés, mais ils viendront pas. Donc voilà, et c'est par ce biais-là aussi que j'ai trouvé ma référente technique, en fait. Elle a postulé par rapport au fait qu'elle voyait qu'une crèche allait ouvrir. Oui, voilà, c'est ça. Et puis j'avais aussi un peu dit sur les réseaux que voilà, je cherchais aussi dès le début ma référente technique, parce que n'étant pas du domaine, je pensais que c'était important de. Je pensais qu'elle pourrait m'aider quand même au global. Et mais ça c'est pas. Ok. Mais du coup ça c'était tout ça en septembre 2020, donc tu l'as trouvé dès le début. Je crois on a dû se rencontrer en octobre, je crois. D'accord. Donc puis ça a tout de suite matché. On s'est bien entendu, on avait les mêmes valeurs, les mêmes envies. Elle était contente parce que ça lui permettait d'évoluer un petit peu et puis de faire une structure aussi à son image sans pour autant prendre les risques. Donc, ok. Et du coup, elle t'a aidé durant tout le... Elle m'a aidé tout le long, ouais. Tout le long, en fait, sans être sous contrat, c'est seulement après que... Oui, c'est ça. C'est top. Mais voilà, elle avait trouvé son avantage aussi en faisant sa structure alors que elle prenait pas de risque. Ouais, carrément. Ça permet d'avoir une belle structure en prenant le projet dès le démarrage. C'est ça. En ERT, c'est intéressant. Ouais. Elle est quoi du coup Elle est éducatrice de jeunes enfants. Et après, on a eu la visite, le rendez-vous avec la PMI. Donc, par contre, il a fallu que j'envoie tout le dossier, comme si c'était l'agrément. Ouais, comme si c'était l'agrément. Ça aussi, j'ai l'impression que c'est une manière de freiner aussi. Ah oui, sûrement. Les porteurs de projet, parce que si on est toute seule, là, dans l'accompagnement, t'as les dossiers qui sont prêts et tout, mais quand t'es seul, tu dois partir de zéro et juste pour avoir un accord, faire tout. C'est Il y a rien de tel pour louper une opportunité locale, quoi. Au final, parce que si donc là, ton dossier, tu t'avais trouvé le local. Non, j'avais le terrain. En fait, j'étais partie sur le terrain, donc j'ai fait comme si on était, au tout début, de toute façon, j'étais toujours sur cette piste-là. Et puis, on a eu le rendez-vous avec la PMI en février. Moi, j'ai demandé à la PMI qu'on puisse faire le rendez-vous avec ma référente technique aussi. On y allait toutes les deux. Ça s'est très bien passé. Autant avant, les échanges étaient compliqués, autant à partir de ce rendez-vous-là, tout s'est vraiment très, très bien passé. Okay. Je pense qu'elles ont apprécié le binôme. Après, voilà, ma référente technique, elle a aussi 10 ans d'expérience, donc je pense que ça les a rassurés aussi de voir que qu'on se complétait bien, je pense que ça s'est vu aussi qu'on s'entendait bien. Donc je pense que ça les a rassurés. Et puis pendant ce rendez-vous qui a duré pas loin de 3 heures, on a appris vraiment tous les documents les uns après les autres, le plan, l'étude de besoin, le règlement de fonctionnement, le projet d'établissement. Mais ça a été très constructif, donc du coup... Quand ils sont comme ça dans une logique d'aider, après effectivement je pense que peut-être qu'ils mettent des freins au démarrage. Alors après, à l'inverse, en même temps c'est parce que aussi c'est les premiers interlocuteurs, donc après ils ont certainement un volume de porteurs de projet qui va les voir. Oui, c'est aussi pour ça. C'est pour ça aussi qu'ils freinent un peu, qu'ils expliquent que c'est pas facile comme projet, etc. On va pas les plaindre par rapport à ça, c'est peut-être aussi normal. Maintenant effectivement ils voient qu'après quand c'est sérieux, que du coup ils sont plus dans l'accompagnement, quoi. Et là, du coup, par contre, quand on a eu un rendez-vous en février, je savais que ça se ferait pas sur le terrain, mais du coup, je l'ai surtout pas dit à la PMI, parce que j'avais eu peur qu'elle m'annule mon rendez-vous. Donc, je me suis dit, je fais comme si on était toujours sur le projet. Par contre, en fin de rendez-vous, je leur ai dit que je restais quand même à la recherche d'autres opportunités, éventuellement de local, parce que je me disais que ce serait quand même plus simple d'avoir de l'existant. Donc, voilà. Elle savait que potentiellement, ça pouvait changer. Et en fait, j'avais déjà ici... Donc, là, février 21. T'avais déjà trouvé l'opportunité déjà ici en tête, donc après ça s'est fait sur Chambol. Donc là février 2021, du coup tu switches de projet, t'avais visité, ici t'es sur un achat du coup d'une maison, où avant de parler des chiffres, en termes de timing du coup, ça donnait quoi? Là février tu signes quand du coup ton compromis? J'ai signé le compromis en avril. Donc les clés vers juin, juillet à peu près, c'est ça? Ou t'as eu le permis? Non, parce qu'on j'ai signé l'acte définitif, j'ai signé la promesse de vente en avril et l'achat définitif en novembre. En novembre, du coup t'as laissé passer le permis de construire? Le permis de construire, le recours des tiers, tout. Et ça a été accepté par le propriétaire facilement ou... Oui, j'ai pas eu... Il n'y a pas d'urgence à vendre du coup? Non, c'est ça, je crois que c'était pas très urgent, puis elle trouvait que le projet était sympa, donc... en conditions suspensives, du coup, t'avais mis l'obtention du permis. Donc ça, c'est cool. Ça marche. Donc on arrive gros travaux quand même. Du coup, création d'une extension, on l'a vu dans la visite, il y a toute la partie... Démolition d'une partie véranda, suppression de la partie garage-atelier, et puis du coup changement aussi du terrain qui n'était pas du même côté. Les terrains étaient sur l'extension à la base, et maintenant il est à la place de l'atelier du garage. D'accord, on a dû refaire tout le sol, etc. Donc construction d'extension. Concrètement, les travaux, ça a mis combien de temps? Ça a commencé la démolition en décembre, et les travaux se sont terminés tout début mai, fin avril. D'accord.
Ça a été assez rapide. Mars, avril, ouais, ça a été super rapide. Ouais. Et toi, tu as ouvert? J'ai ouvert oui. En mai, du coup. Oui, non, moi j'ai fait très rapide entre. C'était un peu timé. Les travaux sont vraiment terminés plus ou moins la veille de la visite et encore c'était pas, voilà, il y avait encore 2-3 petites ajustements. En train de mettre des derniers trucs. C'est ça, et l'équipe avait déjà commencé aussi. L'équipe a commencé le 2 mai, la visite c'était le 5 mai. Ouais, donc il fallait que ça ouvre. Et il fallait que mais c'était validé au préalable avec la PMI, elle le savait, elle était venue une fois pendant les travaux. Elle est venue une fois pendant les travaux, je sais plus exactement quand, mais peut-être en février, quelque chose comme ça, février-mars, et donc voilà, donc on savait que... D'accord. Ouais, ça devait bien se passer, non? Ça devait bien se passer, c'est ça, exactement, ça devait bien se passer, et donc du coup j'avais son accord pour faire la visite le mercredi et l'ouverture avec les familles, si tout allait bien, le lundi. Donc c'est comme ça que ça s'est passé, donc c'était très... voilà. C'est déroulé sans accroc. Non, c'était bon. T'as accueilli combien d'enfants du coup à l'ouverture? À l'ouverture, j'avais 12 enfants, je crois, mais pas tous les jours. C'est déjà pas mal quand même. Voilà. Non, oui, j'ai commencé... oui, j'ai commencé bien. J'avais les 12 enfants, je crois, en juin. Et puis voilà, il y avait une dizaine d'enfants en moyenne par jour. Ça fait partie des sujets souvent qu'on me demande quand on doit ouvrir la crèche, que c'est forcément en septembre, que c'est forcément en janvier. On le voit dans la formation que c'est pas forcément le cas, mais une des raisons majeures, c'est qu'au final, en mai, à part toi, il n'y a personne d'autre qui peut proposer des places. C'est ça. Parce que les départs d'enfants, ça se passe en septembre. Et donc, du coup, quand une micro-crèche, elle ouvre en novembre, quand elle ouvre en mai, bah, potentiellement, ça permet d'ouvrir des places à ce moment-là. Donc, on récupère les préinscriptions de ces enfants-là. Et puis, il y a même eu plus que ce que je pensais, parce que il y a ceux qui voulaient faire un peu de collectivité avant d'aller à l'école, que j'avais pas forcément intégré. C'est vrai, en plus, en mai, c'est juste donc, du coup, voilà, c'est ça. Donc, du coup, j'ai eu un petit contrat occasionnel, 5 enfants, à peu près, qui rentraient à l'école après en septembre et qui ont... C'est cool, ça. Parce que du coup, tu peux optimiser en septembre et... Ça, c'est intéressant. D'ailleurs, ça fait partie des axes de communication qu'on peut mettre en place dans sa pub quand on ouvre à ces moments-là, ou alors qu'on a une place qui se libère parce qu'il y a un parent qui déménage ou autre. Et effectivement, mettre en avant, faire découvrir la collectivité, ça permet d'avoir des enfants plus âgés, donc plus de facilité sur l'organisation. Et en plus de ça, ça permet de faire la passerelle jusqu'au septembre. Donc ça, c'est un... Puis ce qu'on a trouvé bien aussi, c'était de pas démarrer à plein non plus tout de suite et de prendre un peu ses marques avec l'équipe. Ouais, l'évolution progressive des enfants qui arrivent, c'est quand même assez cool aussi. Si tu ouvres en septembre, des fois, tu fais des ouvertures plus complet. Alors c'est sûr, financièrement parlant, c'est peut-être plus intéressant, mais niveau organisation, c'est plus complexe. Tant que tu payes tes charges au démarrage, c'est le principal, quoi. On en a pas parlé, mais la mairie, par contre, tu l'avais vue, elle était pour le projet, c'était pas un souci. T'avais rencontré le maire directement? Oui, puis je le connais, le maire, donc c'était facile vu que c'est mon village. Voilà. Ça marche. Est-ce que la CAF est intervenue dans tout ça à un moment ou à un autre? Est-ce que tu as essayé de les contacter, voir s'il y a des subventions? Non, il m'avait clairement dit à la réunion qu'il n'y avait rien. Okay. Oui, tu les as vus lors de la réunion PMI. Et après, j'étais en contact avec eux pour l'étude de besoin, ce qui est a priori plus le cas aujourd'hui. Mais c'est eux qui validaient l'étude de besoin à l'époque. D'accord. Pour parler un peu des chiffres, du coup, parce qu'on parlait au début du remplissage, combien t'a coûté du coup l'achat du local? Combien t'a coûté tes travaux? J'ai acheté une maison, j'ai acheté 180 000 €, et au final, j'avais un budget à 450 à peu près. Ok, donc beaucoup de travaux, et puis avec l'extension, du coup, ça coûte. Du coup, tu as un prêt, comment tu as divisé ton projet entre la SCI, si tu as fait une SCI, du coup? Oui, j'ai fait une SCI, et du coup, j'ai mis la majorité des coûts de la construction, l'aménagement, enfin, sur la SCI. Donc et ça, puis une petite... étalé sur plus longtemps. Sur plus longtemps, et puis... Prêt sur 15 ans? 17. 17 ans. Et 12 mois de différé dans les 17 ans. Et tu as dû faire un prêt sur ta société commerciale, du coup? Oui, aussi. T'es passé par un prêt d'honneur? Je suis passé par un prêt d'honneur, oui. Un prêt initiative? Oui. J'ai eu 2 fois 12 000 €, donc deux fois 12 000? Ouais, je m'attendais pas à avoir autant, donc c'était la bonne nouvelle. Ouais, carrément, c'est rare d'avoir autant en prêt d'honneur. Souvent, on est plus aux alentours justement des 12 000. T'étais demandeur d'emploi, du coup? Oui. T'as eu le prêt NACRE en parallèle, du coup, souvent c'est ça qui se cumule, initiative, NACRE. Non, du coup, moi, le Pôle emploi, je le touche tous les mois. En fait, pas ça, c'est que il y a l'ACRE où en fait, tu peux continuer effectivement à toucher, mais il me semble que initiative, en fait, t'as un abondement du prêt d'honneur quand t'es demandeur d'emploi. Je crois que c'est peut-être pour ça l'histoire. Ils m'ont pas expliqué pourquoi 2 fois 12 000, et c'est ça que j'ai. Je pense que ça doit être grâce à possible. Ça. Et du coup, t'ouvres avec 12 enfants, ça a fait une ouverture avec combien de chiffre d'affaires à peu près? T'as une idée? 14-15 000, je crois. 14-15 000 dès l'ouverture, ce qui paye tes charges du coup. T'as combien de charges? C'est surtout que là j'ai 2 100 € de loyer. Ouais. Et après j'ai 1 500 € de remboursement de prêt d'entreprise et les 500 € d'initiative. Mais après, sur la globalité, t'es quoi? 13-14 000? T'as une idée de charges globales? De charges, 12-13 000, ouais. 12-13 000, donc là tu démarres, tu payes des charges, t'es déjà voilà, rentable. Globalement, oui, et puis j'avais pas, avec les différés de prêt, j'avais pas... En plus, au démarrage, c'était encore plus simple du coup par rapport à ça.
Et là maintenant on se retrouve du coup en janvier 2023, archi complète de chez Complète. On en a parlé, du coup, en plus les chambres elles permettent d'accueillir en sureffectif à 14. Tu as fait le calcul même heure par heure pour pouvoir bien optimiser et remplir toute ta structure. Et là aujourd'hui tu as combien de chiffre d'affaires? À peu près 20 000. 20 000 euros plus un berceau, donc ça aide aussi un peu encore. D'accord, donc super, donc un bon chiffre d'affaires Oui. par rapport à la moyenne, c'est top. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta structuration de ton équipe? Parce que tu nous as dit, tu as un master dans l'agroalimentaire, mais tu as quand même passé le CAP. Oui, j'ai passé le CAP l'année dernière, en candidat libre. Alors j'avais pris une formation sur internet à distance, que j'ai pas suivie parce que j'ai pas eu le temps. Donc voilà, donc après une de mes futures employées m'a dit mais de toute façon achète les annales et puis ça sera bien suffisant. Et du coup c'est ce que j'ai fait et puis ça s'est bien passé. J'ai fait mes stages avant l'ouverture et puis voilà, les annales 2 semaines avant les épreuves. Avant, t'as bûché sur le sujet. Ça. Après, c'est ce qu'on disait aussi en off, c'est qu'après, t'as le profil, t'as fait un master, etc. Au niveau des études, forcément, t'as certaines facilités. Mais concrètement, en 15 jours de révision, t'as réussi du coup à valider l'examen. Mais en parallèle de ça, du coup, ton équipe, elle est composée du coup de quel type de profil? Alors, j'ai donc ma référente technique qui est éducatrice de jeunes enfants. 35 heures Oui, à temps plein. Okay. Après, j'ai 2 CAP à temps plein, une auxiliaire de puériculture aussi à temps plein. Ok. 35 heures. Oui. Et j'ai un CAP qui nous a rejoint en septembre, quand on est passé à 14, et qui est là sur les jours où on est 14, donc il fait 22 heures. D'accord, 22 heures en plus. Donc 35 heures à 22 heures, ce qui permet du coup d'être 3 forcément quand vous êtes 14. Oui. Au minimum. Pendant les repas, vous êtes 4 ou restez 3? Ça évolue un peu en fonction des enfants. Ouais. Des besoins. Voilà, des besoins. Mais globalement, non, elles sont souvent 3. Ils sont 3, mais tu arrives à diviser. Du coup, tu as peut-être une qui prépare en cuisine, une en repas de chaque côté, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est que les 2 salles d'activité, comme on le voit dans la visite, tu sépares les groupes. Puis celle de la cuisine, une fois qu'elle a fini. Elle va aider. Est-ce que tu as déjà trouvé la personne qui s'occupe des analyses de pratique, référent santé? Du coup, c'est quoi comme profil L'analyse de la pratique, c'est un psychologue. Parce que de toute façon, la PMI nous a pas bien léché le choix. C'était psychologue ou psychologue? Voilà, c'est ça. Ok. En libéral, du coup, qui te facture? Oui. Et puis, ma référente santé, c'est une infirmière puéricultrice. Une puère. Et là, j'ai un contrat, je lui fais des CDD, en fait, à chaque intervention. C'est ce qu'on a trouvé avec l'expert. Parce qu'elle n'est pas en libéral? Non, elle n'est pas en libéral. Elle fait quoi à côté, du coup? Elle travaille dans une clinique. D'accord. Donc, en plus, ça, c'est le petit contrat en plus. Peut-être elle avait envie de changer, donc on se connaissait, donc on a dit... Du coup, elle fait un essai. Ouais, c'est ça. Puis elle verra après. Peut-être qu'après, elle sera référent santé de toutes tes crèches. Peut-être. Voire d'autres aussi, parce que les 10 heures, ça paye pas quand même. Voilà, mais donc on verra. Et donc en attendant, c'est des petits CDD. Donc 4-35 heures à 22 heures et tes 2 profils. Comment ça se passe du coup pour la cuisine? Eh ben la cuisine, j'ai un prestataire qui nous livre. Tu passes par qui? Bourgogne Repas. Qui est du coin et qui est très très compétitif. Donc voilà, et puis on est satisfait de. Tu livres du coup en frais chaque jour, c'est pas des pots, c'est vraiment du en barquette. Non, c'est en barquette, ouais. Okay. Donc on met à réchauffer, donc il livre tous les. Donc t'es en liaison froide. Oui. Du coup. Il livre toutes les nuits a priori, un peu au milieu de la nuit je crois, mais. Donc, ils ont laissé les clés de la structure, ils livrent la nuit. C'est ça. Ils font la traçabilité à livraison et du coup ça coûte combien à peu près un repas pour donner une idée? Je sais plus. Je sais que j'en ai à peu près pour un peu moins de 800 € par mois. 800 € par mois. Voilà. Ce qui est pas très cher, effectivement, par rapport aux 12-14 enfants. 800 €. Quand tu vois qu'un repas qu'on est à 4 € environ, je pense qu'on est aux alentours des 1200 € par mois. Donc tu dois être aux alentours des 3 € maxi, quoi. Ok, ils s'occupent de tout, goûter, etc. Oui, il y a tout. Et ce qui est bien en fait, c'est que on commande pas par repas complet en fait, ou par enfant. On peut vraiment commander le nombre de protéines qu'on veut, le nombre de légumes, etc. Et du coup, c'est ce qui permet aussi d'optimiser les prix et d'optimiser les pertes parce qu'on jette vraiment pas grand chose. Et donc voilà, on adapte en fonction de aussi des enfants qui mangent. On n'a pas des gros mangeurs, donc voilà. Mais donc du coup, pour faire évoluer en tout cas par rapport aux réels besoins et pas juste à une notion d'âge. C'est ça. Et pas une notion dans le nombre d'enfants. Et puis si on sait qu'il y en a qui mangent pas vraiment ça, par exemple les entrées, j'en prends une pour 2, voire une pour 3 en fonction. Ouais, tu sais que c'est pas forcément qui est le plus apprécié. Non. C'est leur fonctionnement et tu commandes en ligne directement Le mardi pour la semaine d'après plutôt. Ouais, vaut mieux. C'est mieux, c'est plus pratique. C'est quoi les différents axes pédagogiques que tu mets en place dans ta structure? Alors pour les plus petits, il y a la motricité libre. Ouais. Après on a la communication associée, gestuelle associée à la parole aussi. Les signes. Voilà, toute l'équipe est formée. Donc, elle a été formée avant. Donc, ouais, ça va, ils apprécient, ils appliquent. Ouais, ils appliquent.
Faut s'envoyer des petites affiches un peu Voilà, partout. c'est ça. Ok. Ça se passe bien. On a fait, ma référente technique a fait aussi une soirée avec les familles sur le sujet. Un atelier du coup sur langue des signes pour bébé. Voilà, donc les parents étaient contents et on a eu plus de la moitié des familles qui sont contentes. Ça va, ça matche bien du coup, même auprès des enfants, tu vois. Ah oui, ça y est, là maintenant, ils signent à peu près tous, donc c'est chouette. Ouais, c'est vraiment super bien. C'est chouette. On développe de plus en plus la nature aussi. Ouais, t'as un jardin qui est sympa. Ouais, on a un jardin qui est sympa, et puis on a la nature qui est pas très loin. Et donc là, depuis début d'année, on organise une sortie par semaine en fait. Quel genre de sortie du coup? On prend en fonction 4 ou 5 enfants, ouais. Elles sont 2 à partir avec les poussettes, les enfants, et puis elles font un petit tour. D'accord, c'est cool de pouvoir le faire. On a essayé de mettre ça en place une fois par semaine. Ok. On a des intervenants aussi qui viennent de temps en temps, donc on a de la baby gym, on a de la musique, l'éveil musical. C'est à quelle récurrence du coup? Une fois par mois à peu près. Okay. En février, on tente une personne qui fait de l'art-thérapie, mais qui vient, elle va faire un atelier sur l'argile avec les enfants. Et puis il y a moi qui fais de l'anglais aussi, de l'éveil à la langue anglaise avec les enfants. À la base, ça devait être un intervenant qui m'a lâché, et puis finalement, je me suis dit, voilà, c'est ça. Mais je me forme aussi, j'ai quand même quelqu'un qui vient une fois à peu près. Particulièrement à ça ou à l'anglais pur? Non, il vient vraiment avec moi, on prépare les ateliers, enfin je lui envoie les thèmes, voilà, c'est ça, pour faire avec les enfants, qui fait ça aussi, lui de son côté, avec des enfants dans une école à Dijon. Donc c'est chouette, les enfants ils aiment bien, et puis c'est sympa. Ça matche bien, ils réagissent bien. Ouais, voilà, plus pour les plus grands, mais ils aiment bien faire les lotos surtout, les lotos en anglais, les chansons, voilà, c'est sympa, les principaux axes on va dire. Qui est déjà pas mal. Comment, au démarrage, t'as fait pour te faire connaître? Facebook. Facebook? Ouais. Donc d'abord du partage dans les groupes, et après de la pub aussi en plus? Ouais, un petit peu, mais pas tant que ça. Enfin, la pub, j'ai utilisé ça surtout sur mon questionnaire famille, en fait. D'accord, de booster la publication. Ouais. Et sinon, après, juste du partage. C'est ça, c'est le partage sur les groupes locaux. Ça suffit. Ouais, ça suffit. À un moment, j'ai rajouté une banderole sur le rond-point pas loin, en me disant peut-être, en fait, ça m'a rien apporté. Ça n'a rien changé. Non, je pense que tous ceux qui étaient intéressés. Après, t'es sur une rue passante, même, potentiellement, je ne sais pas, en fait, c'est une rue passante? Non. Non. Non, c'est derrière, c'est la rue passante, mais là devant, non, il n'y a personne qui passe. Ok, forcément, notre affichage ici, ça aurait pas changé. Non, ça aurait pas changé grand-chose. Donc Facebook, ça a suffi. Et Facebook, vraiment très bien. Bon, j'ai une question sur l'origine du nom, mais bon, parce qu'on est déjà en Chambol. Pourquoi les bouchons? Oui, pourquoi les bouchons? Un petit clin d'œil à la fois, un petit surnom affectif des enfants, et puis les bouchons des bouteilles de vin, vu qu'on est dans une région. Voilà. On le savait pas en plus, on l'a appris en arrivant. On était inculte par rapport à ça. Mais ok, du coup, beaucoup de vin et du coup, les bouchons. Ouais, c'est sympa. Par qui t'es passé du coup au niveau des fournisseurs, d'ameublement? J'ai pas mal Ikea, voire même j'ai pas mal encore plus d'occasions surtout. D'accord. Ouais. J'ai acheté beaucoup d'occasions. En seconde main. Voilà, tout en très bon état, mais voilà. Bah ouais, il n'y a pas de raison de pas le faire. J'ai acheté beaucoup d'occasions parce que je trouve que c'est important et que ça marche bien, puis ça fait faire des économies. Donc, économie, écologiquement, voilà, si c'est beaucoup de choses qui sont utilisées très peu quand c'est pour les bébés que ça grandit. C'est ça. Et du coup, t'es passé par quel biais pour l'occasion? C'est des particuliers? Des fois, t'as trouvé à des crèches? Non, tout particulier. Ouais, tout particulier. Et puis, donc, il y a pas mal d'Ikea, il y a un peu de Wesco, Alt Menuiserie aussi, Menuiserie Bessières un tout petit peu, et voilà. Notamment pour les livres d'évacuation, parce que c'est ceux que j'ai trouvé qui étaient le moins cher. Le moins cher, parce que des fois, c'est assez cher. Pourquoi t'as rejoint l'accompagnement Poppy School? Et quel est ton avis sur la question, sur l'accompagnement? Pourquoi? Parce que j'y connaissais rien, moi, dans la petite enfance, donc je savais pas du tout, Je savais acheter des fruits et des légumes. Comment ça, ce qu'il fallait faire, toutes les démarches. Puis j'ai vu sur internet qu'il y avait pas mal de formations en tout cas d'aide, d'accompagnement qui existaient. J'ai regardé plusieurs vidéos de plusieurs formations différentes, et puis c'est avec toi que ça a le plus accroché. Je me suis dit, ça me semble bien. Donc voilà, Et t'as trouvé ce que tu cherchais? Complètement. Ouais. Complètement. Autant sur les échanges qu'on peut avoir, sur tous les documents mis à disposition, ce qui est quand même une aide sacrément précieuse. Surtout quand on doit, comme toi, devoir avoir tous les dossiers pour la PMI. En plus, et puis en plus ça a été bien apprécié, que ce soit par les banques, par la PMI, tout le monde. Au niveau de la communauté, tu disais qu'en plus ça arrive de faire des visios avec d'autres personnes, du coin ou un peu plus loin. Chouette, donc, même carrément un peu plus loin, globalement, mais parce qu'il n'y a pas grand monde, a priori. Oui, toi, dans ton coin, t'es assez tranquille. Voilà, c'est ça. Et encore maintenant, on échange, que ce soit sur la structure ouverte ou sur d'autres porteurs de projets, ça m'arrive assez souvent d'en avoir au téléphone et d'échanger.
Tu as commencé du coup un petit peu à en parler, mais la suite du coup, les objectifs, ouverture du coup d'une deuxième micro-crèche. Bah, j'aimerais bien. Il faut trouver, voilà, faut trouver les financements. Là, t'es sur le financement, mais c'est pas simple. Mais t'as trouvé. J'ai trouvé, tout est fait. La PMI a validé le plan, le permis même. Le permis, si c'est pas déjà fait, enfin en tout cas il est signé, donc il doit partir. Voilà. Donc terrain communal en plus, une offre intéressante. C'est ça. Promesse d'achat signée avec les clauses suspensives, pareil jusqu'au bout, permis de construire obtenu. Enfin voilà. Donc c'est avec la mairie, t'es tranquille. Donc maintenant, ça allait chercher 300 000 € de financement. C'est ça. C'est le défi du moment. Ok, on va trouver, je pense, il y a moyen. Dernière chose, si tu devais donner un conseil à une personne qui démarre ou à ton toi qui démarre en août 2020, ça serait quoi le conseil après tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as fait Bah, de prendre les choses les unes après les autres, étape par étape. Puis quand ça y a des petits blocages, bah, pas lâcher et puis on y arrive. Souvent, c'est marrant, c'est souvent le conseil que mais au final, c'est... En même temps, c'est ce que tu nous dis à chaque fois, en fait. Mais en même temps, c'est vrai. Mais c'est vrai, ah oui, oui, complètement. En plus, effectivement, de rien lâcher, qui est une évidence. Un projet de crèche, c'est un projet assez long. Des fois, on peut prendre peur de prendre le risque du fait de la globalité du projet qui peut te sembler important, c'est comment on divise étape par étape, on arrive à se dire ok, puis on a des satisfactions à chaque étape, et si on attend que l'ouverture forcément, à des moments il peut y avoir des hauts et des bas, ça peut être compliqué quoi. Puis comme toi tu vois au final, t'es parti sur un projet, ça s'est pas fait, mais au final tout ce que t'avais fait t'a permis d'aller plus vite sur l'autre, parce que t'as déjà vu la PMI etc, et du coup t'as pu enchaîner sur le deuxième et en arriver là, donc c'est super, puis au final avoir réussi à faire une très belle crèche, belle réussite, beau chiffre d'affaires, qui te permettra du coup d'évoluer, donc c'est assez cool. En tout cas encore une fois félicitations. Merci. Et ben voilà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager à d'autres personnes qui souhaitent aussi se lancer dans la création de micro-crèches. Encore une fois, merci Florence de nous avoir accueillis dans ta structure. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, je vous souhaite la réussite dans votre projet, à très bientôt, au revoir.